Donc, Maxime Mahé est un chercheur de Nantes. Vous avez vu, on fait intervenir un peu toute la France, hein, que ce soit… Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez passer votre diaporama? Alors, il me faut les droits de partage. Ah, c'est bon. Hop, parfait. C'est parce que c'est plus vivant de le faire. Voilà. Donc, Maxime Mahé est un chercheur à Nantes qui travaille à l'INSERM et qui travaille sur les organoïdes. Et c'était une idée de Chemine Asminac, qui est de LHF Espoir, qu'on parle de ça. Donc, ça vient d'une association de malades, l'idée. Et en fait, les organoïdes, c'est un grand sujet de recherche sur les cellules intestinales. Et même, il y a un papier récent je ne sais pas si tu en parleras, Maxime, mais il y a un papier récent qui suggère de traiter le grêle court en rendant du côlon, en transformant le côlon en du grêle. Donc, c'est un peu, on va faire un peu futuriste aujourd'hui. Merci en tout cas d'être avec nous. Avec plaisir. Vous voyez bien mon diaporama On en voit plein très bien, écran? c'est super. Très bien, parfait. Ben, merci. On te Merci. on te voit toi et on voit ton diaporama. Très bien, parfait. En tout cas, merci à vous, merci professeur Hugo pour cette invitation. C'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous parler un petit peu de ces organoïdes. Donc au cours de ces prochaines 30 minutes, alors je ne vais pas couvrir toute la discipline, mais une partie, de moins pour vous donner quelques notions sur qu'est-ce que sont les organoïdes, comment on les fabrique, qu'est-ce qu'on peut faire avec en recherche et puis pourquoi pas en clinique. Alors, je vais présenter quelques aspects. Je vais malheureusement pas traiter du grêle court, mais on pourra en parler lors des questions si vous le souhaitez. Alors, juste pour vous donner quelques notions, donc je suis basé à l'INSERM Tence à Nantes. Alors, notre unité est spécialisée dans l'étude du tube digestif, plus particulièrement de l'axe cerveau-intestin avec le microbiote, et on a un focus très particulier sur l'étude du second cerveau ou du système nerveux entérique. Et pour approcher ces différentes problématiques, on utilise des nouveaux modèles que l'on appelle organoïdes. Alors organoïdes, c'est tout simplement qui ressemble à l'organe. Donc c'est des petites structures cellulaires. Alors j'ai gardé quelques diapositives en anglais. Alors je vous guiderai au travers de ces diapositives au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organoïde n'est ni plus ni moins qu'un mini-organe ou une représentation d'un organe en 3 dimensions qu'on est capable de faire pousser dans une boîte de pétri au laboratoire. Et il existe 2 façons générales de faire des organoïdes avec des cellules que l'on appelle cellules souches pluripotentes. Donc, c'est des cellules qui sont capables de donner virtuellement l'ensemble des cellules de l'organisme. Et grâce à ces petites cellules, on va pouvoir différencier, on va pouvoir créer des organes de différents types, en passant par les organoïdes intestinaux jusqu'à l'organoïde cérébral, possiblement. La deuxième façon de le faire, c'est avec ce qu'on appelle les cellules souches adultes. Alors cette fois-ci, on va prélever un morceau d'organe, par exemple une biopsie intestinale, et on va être capable d'isoler ces cellules souches adultes pour former ces petits organoïdes intestinaux qui sont une représentation de notre tube digestif, encore une fois dans une boîte de pétri. Alors aujourd'hui, je vais focaliser bien évidemment sur l'intestin, hein, comment on génère un mini-intestin humain en 3 dimensions. Et on a ces 2 méthodes. La première que vous voyez ici, hein, à partir soit d'une biopsie ou d'une résection chirurgicale, on va pouvoir isoler la cellule souche de l'intestin qui va être mis en culture au laboratoire pour former cet organe en 3 dimensions et qui va représenter l'épithélium digestif que l'on retrouve à la surface en contact avec l'environnement. Et ces organoïdes, en fait, vont se multiplier, vont pouvoir se diviser. On va pouvoir étudier la fonction épithéliale, alors soit les fonctions absorptives ou les fonctions sécrétrices ou même la régénération épithéliale. En parallèle, il existe un second modèle que je vous présenterai également, qui est issu de la différenciation de ces cellules souches pluripotentes. Et on va former aussi un organoïde intestinal qui va être légèrement différent. Il présente bien sûr des cellules de l'épithélium digestif, mais aussi des cellules de support, qu'on appelle des cellules mésenchymales, qui vont avoir des cellules de fibroblastes, des futures cellules musculaires. Et vous verrez, on peut aussi également intégrer un système nerveux entérique.
Alors, juste alors j'imagine que vous connaissez tous l'intestin, mais c'était juste pour illustrer cette fameuse cellule souche adulte, hein. Je vais me concentrer d'abord sur ce premier type de cellule. On est à la surface de l'épithélium, on observe nos fameuses villi, et puis on va voir une coupe en 3 dimensions, enfin une section de cet épithélium digestif, où on va pouvoir localiser ces fameuses cellules souches intestinales adultes. Donc, on descend dans la crypte intestinale. Donc, cette crypte, en fait, qui est située en base de l'épithélium digestif, contient ces fameuses cellules souches. On va les voir apparaître en bleu ici. Et ces cellules souches ont ce potentiel de pouvoir proliférer. Elles vont se multiplier, se diviser pour donner naissance à toutes les cellules de l'épithélium digestif. Et elles vont se différencier pour donner naissance, au cours de leur migration vers le haut du villus, vont donner naissance aux cellules absorptives, les entérocytes, et aussi aux cellules sécrétrices comme les cellules à mucus ou les cellules entéroendocrines, par exemple. Elles vont perpétuellement se diviser de telle façon à ce qu'elles vont pouvoir renouveler l'ensemble de l'épithélium sur une période de 3 à 5 jours, suivant le compartiment, la région intestinale dans laquelle vous êtes. Et du coup, au laboratoire, on va exploiter justement cette fonction de la cellule souche pour pouvoir recréer ce mécanisme de différenciation dans le laboratoire. Alors, comment on fait? C'est conceptuellement trivial, c'est qu'on va venir chercher cette cellule souche, on va l'isoler du tissu, et on va pouvoir mettre cette cellule souche en culture. Donc, on a défini des cultures, des conditions de culture très particulières. On va cultiver ces cellules souches dans un milieu tridimensionnel, avec une matrice extracellulaire, un gel, qui va contenir ces cellules, et on va rajouter des molécules, des facteurs de croissance qui vont permettre à cet organoïde d'évoluer, de grossir, de telle façon à former un mini-intestin qui représente la fonction épithéliale. Alors, bien évidemment, on ne recrée pas un tube digestif complet, on recrée une portion de ce tube digestif qui est une représentation fidèle de cet épithélium digestif. Et si c'est une représentation d'un organoïde au laboratoire, alors ici il s'agit d'un organoïde isolé à partir d'un modèle murin, et on a coloré les différentes protéines de l'épithélium digestif, hein, les jonctions serrées ici, les jonctions adhérentes ici, et on observe en fait un ballon, si je puis dire, avec au centre la représentation de la lumière digestive, et en base, là, ces petits buds que vous voyez ici sont des bourgeonnements qui contiennent la crypte intestinale avec les cellules souches. Et cet organoïde va continuer à pousser, se différencier, on va pouvoir l'utiliser pour répondre à différentes questions de recherche. De la même manière, on va pouvoir générer ces organoïdes à partir de tissus humains. Ici, c'est une représentation d'organoïdes du jéjunum isolés à partir d'une biopsie intestinale. Et on va pouvoir les faire pousser de cette façon et avoir de multiples représentations de l'épithélium intestinal humain qu'on va pouvoir utiliser soit pour comprendre la physiologie de l'épithélium intestinal, ou dans le cas de pathologie, on va pouvoir reproduire ou modéliser in vitro la pathologie du patient. Ceci est une représentation à l'échelle microscopique au final de cet épithélium. Quand je vous dis qu'on a une représentation similaire à l'homme, c'est très surprenant et très intéressant, c'est qu'on est capable de repérer dans ces organoïdes toutes les cellules qui composent l'épithélium, comme les cellules de Paneth, qui produisent les peptides antimicrobiens et qu'on voit ici avec les granules de sécrétion, les cellules entéroendocrines qui vont produire les hormones, et également les cellules à mucus qui vont produire le mucus en surface de l'épithélium. Et lorsqu'on compare ces cellules, alors ici c'est une représentation du transcriptome, enfin des cellules épithéliales, ici du tissu intestinal humain, comparé à l'organoïde intestinal, et on repère une très très grande similarité de l'ensemble des types cellulaires que l'on trouve dans cet épithélium avec l'organoïde. Donc, ce qui indique que ces organoïdes intestinaux sont une représentation très fidèle de l'épithélium digestif humain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces organoïdes? On peut bien évidemment, puisqu'on les génère à partir de tissus de patients, commencer à envisager des biobanques d'organoïdes. On constitue ainsi des lignées d'organoïdes qui vont pouvoir être conservées, cryopréservées et utilisées au laboratoire de multiples façons et plusieurs fois. Et de ce fait, on va pouvoir faire de la modélisation de maladies. Donc, ça peut être la modélisation des maladies inflammatoires chroniques intestinales ou d'autres pathologies qui concernent des dysfonctions de l'épithélium digestif notamment.
Grâce à ça, comme on a des représentations multiples de mini-intestins, on va pouvoir faire des tests de molécules ou de médicaments et on va pouvoir aussi explorer d'autres questions de recherche, hein, comme les interactions entre l'hôte et les microbes. On va pouvoir aussi associer ça à d'autres analyses, hein, comme l'analyse génétique, l'analyse du transcriptome, du protéome, et on va pouvoir venir également modifier les séquences génétiques dans ces organelles pour comprendre un petit peu l'impact de certains gènes dans la fonction de cet épithélium. Alors j'ai choisi de représenter juste un cas concret de l'utilisation de ces organeles. Alors j'ai choisi une maladie, alors vous me direz qui n'est pas forcément intestinale d'origine, mais c'est aujourd'hui, je trouve, un très bon exemple de l'utilisation des organoïdes en préclinique ou en clinique, hein, et c'est une très belle preuve de concept qui aujourd'hui se voit arriver en clinique, et elle concerne la mucoviscidose. Alors pourquoi la mucoviscidose, hein? Bien sûr, les poumons sont affectés principalement, mais l'origine de cette maladie est due à une dysfonction d'un canal, le canal CFTR, qui empêche la production ou le passage des électrolytes au travers de l'épithélium. Et le fait de pouvoir réaliser des biopsies intestinales, en fait, on repère également la dysfonction de ce canal chez ces patients atteints de la mucoviscidose, et on est capable de générer des organoïdes intestinaux qui présentent cette anomalie de ce canal, et de ce fait, on reproduit une partie de la pathologie in vitro. Alors, on va créer un organoïde de patient malade, donc une représentation en laboratoire de cet intestin, et on va pouvoir tester la fonction de ce canal malade. Alors, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir justement étudier quelle molécule va être efficace chez ce patient. Parce qu'il faut savoir, il y a une grande diversité de mutations où même les patients ne répondent pas de la même manière au traitement. Et l'idée ici était de montrer que ces organoïdes étaient une façon de prédire la réponse du patient à tel ou tel médicament. Et là, c'est une exemple issu de la première publication faisant la preuve de concept. Alors ici, en fait, le test qui est utilisé, on va faire pousser ces organoïdes intestinaux et on va les stimuler avec une molécule qui s'appelle la forscoline pour les faire gonfler. Alors il faut savoir que quand on stimule un organoïde avec la forscoline, il va naturellement sécréter des ions, des électrolytes dans le lumen, et il va gonfler. En revanche, chez les patients qui ont la mutation, qui ont un problème au niveau du canal CFTR, on ne va pas observer ce gonflement. Il va y avoir l'organoïde ne va pas bouger. Et lorsqu'on prétraite l'organoïde de patient avec différentes molécules thérapeutiques, on va pouvoir évaluer la réponse du patient à cette molécule. Alors ici, l'exemple était que ce patient répondait très bien à l'addition de deux traitements, et on observait une correction partielle en fait, du phénotype dans ce contexte. Alors, cette preuve de concept a été poussée plus loin puisqu'il y a eu un essai clinique, et ils ont pu démontrer qu'en utilisant les organoïdes intestinaux de ces patients à partir de biopsie, ils pouvaient prédire la réponse du patient à une prise en charge thérapeutique. Donc, de ce fait, pouvaient proposer de manière efficace une ligne de traitement aux patients, et de telle façon à améliorer la prise en charge et la rapidité du traitement. Alors voilà, je m'arrêterai ici pour les organoïdes dérivés de ces cellules souches adultes, hein, encore une fois dérivés du tissu. Alors vous voyez que c'est un modèle extrêmement intéressant qui peut être isolé de différents segments de l'intestin, et qui est un excellent modèle de laboratoire pour comprendre la physiopathologie des maladies, mais aussi peut être utilisé en test préclinique. Alors on a évoqué très brièvement au début qu'on pouvait les utiliser éventuellement pour rétablir certains aspects du syndrome du grêle court. Je ne les aborderai pas aujourd'hui, mais effectivement, il constitue également une source de cellules pour pouvoir réparer une partie de l'épithélium malade. La seconde partie de mon propos, en fait, va s'articuler sur la deuxième partie, la deuxième type de cellules qu'on peut utiliser pour générer des organoïdes. Ce ne sont plus les cellules issues du tissu, mais ce sont les cellules souches pluripotentes. Alors, ces fameuses cellules qui sont capables de générer virtuellement l'ensemble des cellules de l'organisme. Alors, ces cellules sont très intéressantes puisque nous sommes capables de les différencier dans différents types. Alors, on peut faire des cellules de la moelle osseuse, des cellules neuronales, des cellules du muscle cardiaque ou des cellules pancréatiques. Mais la grosse difficulté, c'est de savoir comment orienter ces cellules vers un tissu défini. Et nous avons travaillé depuis quelques années sur ces problématiques. En fait, on utilise des concepts de biologie du développement dans lequel, en fait, on va orienter le devenir de ces cellules
au cours du temps pour leur donner un territoire, enfin une origine cellulaire définie comme l'intestin. Alors, pour faire ça, il faut connaître quelques notions du développement embryonnaire et dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'intestin. Et si on se replonge dans les cours d'embryologie, on sait que l'intestin est issu de ce qu'on appelle les feuillets germinaux. Donc, on a 3 feuillets au cours du développement qui apparaissent, qui sont l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. L'endoderme va donner la majeure partie de l'épithélium intestinal et le mésoderme va donner ce qu'on appelle le mésenchyme pour pouvoir faire le tissu sous-jacent du tube digestif qui va donner in fine les cellules endothéliales, les muscles et autres. Et l'ensemble de ces feuillets germinaux vont in fine créer le tube primitif intestinal qui va ensuite se développer en tube antérieur, en tube moyen ou en tube distal pour donner l'estomac, l'intestin et le côlon. Et en comprenant en fait la séquence, le développement de ces différents feuillets, ces différents tissus, on a su isoler les mécanismes par lesquels en fait ces cellules sont capables de se développer. Alors comment au laboratoire on réalise cette transition de mécanismes embryonnaires vers la transition de ces mécanismes sur les cellules souches pluripotentes humaines? Alors en fait on utilise au laboratoire ces fameuses cellules souches pluripotentes, c'est des cellules qui poussent sur des boîtes de plastique et on va reproduire artificiellement le développement embryonnaire en fait de l'intestin. On va ajouter successivement des molécules qui vont créer, qui vont modéliser en fait l'émergence d'un tube primitif, donc le tube primitif intestinal qui est créé. On va isoler ce tube primitif qui au final sont des petites sphéroïdes au laboratoire et on va venir les inclure dans un gel en 3 dimensions. Et au cours d'une culture d'à peu près de 30 jours, on va voir ces structures se développer, croître, pour former ce qu'on appelle l'organoïde intestinal. Alors cet organoïde possède des cellules épithéliales pour former le futur épithélium digestif, mais également des cellules de support qui vont former le futur mésenchyme intestinal et aussi le futur muscle intestinal. Alors, si on schématise pour rentrer un petit peu plus dans les détails techniques, en fait, au laboratoire, on va suivre cette séquence embryonnaire. On va créer l'endoderme et on va ensuite spécifier cet endoderme en intestin en utilisant des voies de signalisation très particulières comme la voie du FGF ou la voie de Wnt. Et on va continuer cette culture en utilisant des molécules particulières. On est capable de suivre au laboratoire ce développement spécifique du tissu en utilisant des marqueurs développementaux bien connus pour le développement intestinal. Et in fine, au cours du temps, on va avoir l'émergence d'une petite sphère qui va faire une centaine de micromètres à un organoïde qui peut atteindre plusieurs millimètres et qui possède un épithélium digestif et un mésenchyme autour de cet épithélium. Et lorsqu'on regarde de plus près, en fait, ces organoïdes possèdent également des entérocytes, des cellules mucosécrétantes, des cellules de Paneth ou les cellules entéro-endocrines. Et aujourd'hui, au laboratoire, on est capable de générer différentes régions de l'intestin en utilisant cette carte de différenciation qu'on a pu établir au cours des différentes années, où on va venir activer certaines voies de signalisation pour pouvoir générer soit une partie de l'œsophage, le fundus, de l'antre dans l'estomac, le jéjunum, l'iléon ou même le côlon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle, ces organoïdes dérivés des cellules souches pluripotentes, on peut venir le transplanter dans des modèles murins pour comprendre comment cet organoïde peut se développer et in fine former un tissu euh, complètement issu des IPS, mais un tissu cette fois-ci fonctionnel et qui ressemble de plus près à l'intestin. Alors, ce qu'on a pu réaliser au laboratoire, c'est une transplantation de ces petits organoïdes issus de la boîte de culture dans un modèle de transplantation murin. Et après plusieurs semaines de transplantation, lorsqu'on regarde la structure du tissu, on observe en fait un tissu qui se développe, qui fait plusieurs centimètres. Ce n'est pas un tube, c'est plutôt un tissu relativement sphérique, mais qui possède un joli épithélium et un support mésenchymateux en dessous, avec différents types épithéliaux. Et lorsqu'on regarde de plus près, en fait, ce tissu qui est généré à partir des IPS, il présente ici en surface des villi. Vous voyez des petits points rouges qui correspondent en fait à une invagination de la vasculature, enfin du réseau vasculaire au niveau de cet épithélium. Et quand on regarde un petit peu plus près l'histologie de ce tissu, on observe bien un tissu épithélial avec différents types cellulaires qui incluent les entérocytes, les cellules absorptives et aussi certaines cellules sécrétrices.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le compare à un tissu humain. On a 2 tissus qui sont très similaires avec, une compartimentalisation des cellules. On a une zone de prolifération ici illustrée en vert, donc qui correspond aux cellules souches, et de la même manière, ce tissu issu des cellules souches pluripotentes, en fait, se comporte, sensiblement, pareil que le tissu humain, original. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cellules souches pluripotentes sont humaines et le tissu qui en résulte, cet organoïde qui va se développer dans ce modèle de transplantation, va être presque, enfin à 90% d'origine humaine. Et lorsqu'on regarde de plus près, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des phénotypes enfin des caractères épithéliaux qui se développent. Alors là, ici, c'est une photo par microscopie électronique, hein. On observe la surface d'un entérocyte. Donc on voit cette bordure en brosse qui est naissante ici, alors qui n'est pas très bien organisée, pas mature. À l'inverse, lorsqu'on transplante cet organoïde, on observe une jolie organisation de cette bordure en brosse avec des microvilli ici. Et de la même manière, lorsque on réalise cette transplantation, on observe justement l'émergence de ce tissu épithélial avec l'expression des enzymes digestives comme la lactase, la sucrase isomaltase. On observe aussi le DPP4 ou certaines hormones digestives comme le GIP. Donc à partir des IPS, on est capable de créer un organoïde en culture qu'on va pouvoir utiliser, étudier pour comprendre certains mécanismes physiologiques ou voire physiopathologiques, mais on est aussi capable de générer un tissu beaucoup plus complexe qui se rapproche du tissu intestinal humain en utilisant des modèles de transplantation. Alors ici, je vous ai montré un prototype physiologique, mais on est capable, en utilisant des cellules souches pluripotentes dérivées de patients qui présentent des maladies congénitales, par exemple, hein, comme des maladies, enfin les entéropathies ou des endocrinopathies ou encore la mucoviscidose, on est capable de générer un tissu qui va représenter la maladie. Et de la même manière, hein, puisqu'on est sur des cellules, on va pouvoir au laboratoire les transformer, utiliser certains marqueurs pour comprendre plus spécifiquement quels types cellulaires sont déficients ou quels sont les mécanismes impliqués ou à l'origine de la pathologie. Alors là, je vous ai fait une démonstration de comment on utilise les cellules souches pluripotentes pour pouvoir générer un tissu. Mais vous apprécierez ici que, alors, on observe un bel épithélium, on a un feuillet sous-jacent avec un muscle ici, hein, que vous voyez apparaître. En revanche, il nous manque une composante essentielle de ce système digestif, c'est le système nerveux entérique. Alors pourquoi il manque le système nerveux entérique? C'est que le tissu qu'on génère à partir de ces cellules souches pluripotentes, si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué au début, c'est qu'il nécessite plusieurs feuillets germinaux. Là, on utilise l'endoderme pour faire l'intestin et le mésoderme, mais le système nerveux entérique, hein, ce fameux second cerveau qui contrôle la motricité intestinale notamment, n'est pas présent parce qu'il provient d'une origine ectodermique. Et c'est ce que nous avons cherché par la suite à développer au laboratoire, c'est-à-dire de créer un organoïde intestinal qui présente un système nerveux entérique. Alors juste pour résumer très brièvement ce qu'est le second cerveau, donc c'est un réseau neuronal, hein, qui se situe tout le long du tube digestif et qui va essentiellement contrôler la motricité intestinale, hein, le réflexe péristaltique ou la segmentation. Il va aussi jouer un rôle important dans les échanges de fluides et des électrolytes au travers de l'épithélium, va contrôler une partie du flux sanguin, mais aussi la sécrétion de certaines hormones. Vous connaissez certainement le système nerveux entérique et notamment dans une maladie prototypique, hein, qui est la maladie de Hirschsprung, où il n'y a pas de développement de ce système nerveux entérique, hein, dans la partie colique, enfin pour la majorité des cas. Alors, ce que nous avons cherché à faire en utilisant ces principes de embryologie au laboratoire, c'est que nous sommes capables de générer un organoïde à partir des cellules souches pluripotentes. On a cherché ensuite à générer cet organoïde qui contient ce système nerveux entérique. Alors, ce système nerveux entérique, en fait, originellement, il provient de ce qu'on appelle les cellules de la crête neurale vagale. Et ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on a créé des cellules de crête neurale vagale à partir de ces IPS et on a pu les mettre en contact avec ces petits organoïdes intestinaux que je vous présentais précédemment. Alors ça, c'est le côté technique, hein, comment ça marche. On est sur des cultures cellulaires, on est sur des boîtes de pétri, sur des cultures en 2 dimensions et on va venir différencier ces cellules au cours du temps pour former d'une part un organoïde et des futures cellules qui vont former le système nerveux entérique et on va les associer de telle façon à obtenir un organoïde intestinal qui présente un système nerveux entérique.
Ça, c'est l'illustration de la croissance de ces organoïdes au cours du temps. Vous voyez un organoïde intestinal qui pousse. On observe cette sphère qui va former l'épithélium et les cellules mésenchymateuses. Alors, il y a beaucoup de cellules à la fin, donc l'image est un peu floue, mais les petites cellules vertes que vous voyez émerger, ce sont ces cellules à crête neurale vagale qui vont se différencier en futurs neurones et cellules gliales pour former le système nerveux entérique. Alors ici, c'est une représentation de ces organoïdes. Alors, vous voyez au laboratoire, c'est à quoi ils ressemblent sous le microscope. Ils font quelques millimètres en taille. On observe un épithélium ici, puis autour un mésenchyme. Alors si ici, il n'y a pas de système nerveux entérique, ici, il y en a un. On ne voit pas bien la différence, mais lorsqu'on fait des marquages, lorsqu'on va venir chercher certaines protéines qui sont exprimées spécifiquement soit sur les neurones, soit sur les cellules gliales, on observe que les organoïdes intestinaux qui ont reçu les cellules du système nerveux entérique possèdent un réseau neuroglial. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transplanter ces organoïdes de la même manière que précédemment. Alors ici, c'est l'exemple contrôle, si je puis dire. Donc, c'est un organoïde qui a poussé après 8 à 10 semaines de transplantation. Il va atteindre une taille entre 1,5-2 cm. Et lorsqu'on fait une analyse du tissu par immunohistochimie, on observe un épithélium et certains feuillets. Cet épithélium ici qu'on voit par marquage fluorescent en rouge. Lorsqu'on rajoute des cellules du système nerveux entérique, on va observer aussi un développement de ce tissu et de façon très intéressante, on va avoir des neurones qui se localisent sur la partie externe de ce tissu pour former un plexus myentérique, donc ce plexus qui, in fine, est responsable du contrôle de la motricité intestinale. Alors bien évidemment, on est encore sur un prototype tissulaire, c'est-à-dire qu'on observe un tissu avec des neurones, mais lorsqu'on compare à un intestin humain, bien évidemment, la structure de ce réseau neuronal n'est pas aussi mature que l'on peut l'observer chez l'adulte ou chez l'homme. Alors, pour démontrer que ce tissu est fonctionnel, hein, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si ces neurones étaient vraiment fonctionnels et étaient capables justement de participer à la motricité intestinale. Nous avons réalisé ces organoïdes avec ces cellules du système nerveux entérique et après transplantation, nous avons regardé si cet organoïde était capable de se contracter. Et ce qu'on peut repérer ici, c'est une contraction. Vous voyez une contraction de cet organoïde. Alors, on a une stimulation électrique qui est effectuée au préalable et on observe un mouvement assez alors c'est pas de la propulsion, mais c'est un mouvement contractile autour de cet organoïde qui correspond à une contraction du muscle. Et je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, mais nous avons pu démontrer que cette contraction, elle était régulée par un influx neuronal et ces neurones du système nerveux entérique en fait, participent à la contraction de cet organoïde. Ce qui suggère que nous sommes capables de créer ces organoïdes intestinaux avec un système nerveux entérique et pouvoir tester et étudier certaines mécanismes physiologiques ou pathologies associées au système nerveux entérique. Et dans ce contexte, quelque chose qui nous intéresse beaucoup au laboratoire, enfin du moins une pathologie qui nous intéresse au laboratoire, c'est la maladie de Hirschsprung, et notamment les mécanismes développementaux de cette maladie. Afin de savoir si on était capable de modéliser la maladie, on a pu générer des organoïdes qui présentent une mutation qui a été décrite dans la maladie de Hirschsprung. Alors, c'est une mutation extrêmement sévère dans la maladie, qui n'est pas non plus la plus commune, mais c'était le prototype pour montrer justement la capacité de modéliser cette pathologie. Alors, je vais passer assez vite sur ces images, mais ici, c'est une représentation par fluorescence, en fait, d'un organoïde après transplantation. On observe ici l'épithélium digestif. Ici, c'est le muscle en dessous de l'épithélium. Et les cellules blanches, ici, sont les neurones qui sont positionnés au niveau, entre les muscles, au niveau de la localisation myentérique. Lorsqu'on utilise les cellules qui présentent la mutation pour le gène FOXB2, qu'elles soient hétérozygotes ou homozygotes, on observe un défaut d'association de ces cellules. Les neurones en blanc ici ne prolifèrent pas ou peu et ne s'organisent pas de la même manière ou sont même absents dans le cas de la mutation homozygote. Ce qui suggère qu'il est possible de modéliser une partie du phénotype de la maladie en utilisant en fait, ces modèles organoïdes et de ce fait, on a un modèle de développement de la maladie qu'on peut utiliser pour comprendre d'une part les mécanismes et pourquoi pas trouver des traitements pour améliorer le phénotype.
Alors j'espère vous avoir convaincu un petit peu que ces modèles organoïdes, bon, d'une part générés par les cellules pluripotentes, sont complexifiables. On peut venir créer un tissu complexe que l'on utilise au laboratoire et avec des techniques de transplantation, on peut générer des tissus beaucoup plus importants pour pouvoir aussi étudier les maladies, alors cette fois-ci liées par exemple au système nerveux entérique. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que le tissu généré est quasi, enfin du moins très similaire au tissu adulte humain et on se pose d'ores et déjà la question de la transplantation. Est-ce que ces tissus pourraient, in fine, être utilisés pour remplacer des parties d'intestin malade? Alors, c'est des problématiques que l'on se pose, qui sont relativement complexes à mettre en œuvre. Est-ce qu'on est capable de générer des quantités suffisantes d'intestin? Est-ce qu'on est capable d'imprimer un intestin en tube? Et grâce à ces modèles et ces cellules souches, en fait, nous sommes en train de développer des nouvelles applications et notamment en utilisant de l'impression en 3 dimensions pour pouvoir créer un intestin tubulaire qui, in fine, peut être utilisé bien évidemment au laboratoire et pourquoi pas envisageable dans des applications de transplantation. Alors nous sommes vraiment aux prémices hein, et ce n'est qu'à l'état de preuve de concept à l'heure actuelle, mais des opportunités sont offertes justement grâce à l'utilisation de ces cellules. Alors, je finirai par conclure hein, que les organoïdes sont un outil pour étudier et comprendre la physiopathologie alors, des organes du tube digestif et pourquoi pas offre une alternative ou une stratégie sur le remplacement du tissu intestinal. Alors, il faut garder, encore que nous sommes aux prémices de ces technologies, hein, on génère au laboratoire des copies qui sont imparfaites, hein, des copies imparfaites de la réalité, et qu'il nous reste beaucoup de travaux à faire, bien évidemment, sur la standardisation et l'optimisation dans la génération de ces organoïdes, hein, notamment sur l'utilisation des différents milieux, quelle géométrie apporter à ces tissus, hein, qu'elles soient tubulaires pour l'intestin ou différentes pour d'autres organes, et aussi les tests. Hein. Qu'est-ce qu'on va tester sur ces organoïdes pour pouvoir comprendre les maladies? Alors, si on le résume dans un schéma, à partir de l'homme, on peut générer ces cellules souches pluripotentes ou adultes pour créer ces organoïdes et modéliser au laboratoire les maladies pour mieux les comprendre. Pourquoi pas envisager de la médecine de précision hein, pour pouvoir tester des molécules et apporter une réponse sur la prise en charge du patient et dans un avenir plus ou moins proche, hein, utiliser ça dans des perspectives de médecine régénérative afin de créer du tissu pour un remplacement. Alors, je tenais à remercier bien évidemment l'équipe à Nantes, hein, INSERM qui travaille de près et de loin sur toutes les approches organoïdes et puis l'ensemble de mes collaborateurs. Je pense qu'on est dans les temps et je m'arrêterai ici et je vous remercie encore une fois pour l'invitation et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Maxime Mahé. Tu n'es pas de l'équipe de NonList? Ah oui, Si, alors il y a Michel. Ouais. Michel est mon DU, ouais. D'accord. Vous êtes dans la même équipe? Oui, tout à Non? fait, ouais. Oui, Bien d'accord. sûr. Donc, bonjour à Michel au passage. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions en ligne dans le chat où vous pouvez vous connecter et prendre la parole avec le micro, hein. Michel. Oui, bonjour, merci, c'était superbe, on adore. Ma question est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'implanter les organoïdes sur le rein de l'animal plutôt que sur l'intestin? Alors, c'est une très bonne question. Le choix de l'implantation sous la capsule rénale est typiquement une facilité de transplantation dans ce type de modèle. Donc, c'est très peu délétère pour l'animal. Et on a aussi une vascularisation apportée par le rein qui est très importante, donc ce qui nous permet justement d'avoir un taux de succès à la transplantation qui est important. Donc c'est, je dirais, une facilité d'utilisation du modèle. On utilise aussi de la transplantation au niveau du mésentère. Donc on va pouvoir venir à poser les organoïdes près d'une arcade vasculaire au niveau des loupes intestinales pour pouvoir les laisser transplanter. Alors ce qu'on a fait récemment, c'est des essais d'anastomose. On va laisser pousser l'organoïde à proximité de l'intestin au niveau du mésentère et on va faire une anastomose ensuite en continuité. Donc ça fonctionne. Alors, d'un point de vue chirurgical, c'est assez complexe à mettre en œuvre, mais on est capable de le faire de cette manière aussi. Alors, en fait, on doit avoir un organe qui est hybride souris-homme, j'imagine. Tout à fait. Et donc, c'est des souris SCID, c'est des souris qui acceptent la greffe, j'imagine.
Tout à fait, ouais, ouais, ce sont les NSJ. Ouais. Et du coup, parce que ce que j'essaye de réfléchir un peu à ce qu'on peut faire de cet organoïde hybride, entre guillemets, ça gêne parce que est-ce qu'elle fonctionne, ça paraît fonctionner très bien alors qu'on a un hybride homme-souris. C'est un peu étonnant, quoi. Oui, c'est très étonnant. Donc, sur les premiers essais de transplantation, pour répondre à la problématique, donc on a une sorte de chimère homme-souris, donc on est à 90% de l'homme. La contrepartie des cellules murines provient de la vascularisation et du réseau lymphatique, essentiellement. Alors, d'un point de vue fonctionnel, Mais pas les muscles et… non. Alors, tout ce qui est épithélium muscle est purement humain. La contrepartie, c'est la vascularisation en fait, qui est essentiellement murine. Donc, on a disséqué les différents transcriptomes et les différentes composantes cellulaires. Et c'est assez étonnant, mais ça fonctionne. On a vraiment une vascularisation qui est fonctionnelle et qui parle en fait au tissu. Ouais. Donc, les cellules souches différenciées en épithélium forment du muscle. Alors, je l'ai légèrement articulé dans la présentation, mais peut-être pas suffisamment. Donc, effectivement, le protocole, on va générer de l'endoderme et on a une contribution mésodermale dans cette différenciation. Donc, on a des cellules mésenchymes qui viennent sur le pourtour de l'épithélium. Ce sont ces cellules mésenchymales. On a beaucoup de progéniteurs qui vont former des fibroblastes, myofibroblastes et aussi, in fine, du muscle après transplantation. Donc, ce n'est pas une contribution de l'endoderme, c'est une contribution du mésoderme. Et c'est un petit peu, entre guillemets, une contamination fortuite lors de la différenciation qui permet en fait aux cellules mésenchymales de se différencier. Il y a des questions sur le chat, Den. C'est magique, hein, c'est futuriste, tout va. Noël Peretti. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment super clair. J'ai une petite question sur les capacités de mesure d'absorption, sécrétion. Je pense qu'on vous la pose souvent, parce qu'en fait, parce que finalement, il est à l'envers, cet organoïde, et c'est un peu embêtant. J'ai vu qu'il y avait du microbiote à l'intérieur de l'organoïde, que vous avez une matrice qui permet d'avoir une culture à plat, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Alors, il y a différentes façons d'envisager. Alors, les problématiques de perméabilité sont pas si évidentes que ça en 3 dimensions. Enfin, absorption, sécrétion. Alors, la sécrétion, on peut la mesurer de façon indirecte avec ce qu'on appelle le test du swelling, donc en regardant un petit peu comment le volume de l'organoïde change. Mais après, effectivement, on n'a pas Alors, il existe des technologies, mais au laboratoire, on n'est pas suffisamment bon pour faire de la perméabilité en 3 dimensions. Donc, on va revenir en utilisant ces organoïdes, on va les linéariser, les remettre à plat sur des matrices Transwell pour pouvoir faire de la perméabilité ou de l'absorption. Donc, on perd la configuration tridimensionnelle, mais on garde quand même cette organisation cellulaire et cette diversité cellulaire. Et c'est comme ça, alors on a fait beaucoup de 3D, on revient sur le 2D justement pour répondre plus précisément à ces problématiques 3D, problématiques de perméabilité et d'absorption. Pour ce qui est de la bactérie, on va tendance à faire la même chose. Ceci étant, beaucoup de groupes aujourd'hui utilisent la micro-injection. On va pouvoir faire de l'injection de monosouche par exemple, et regarder un petit peu l'effet sur l'épithélium ou sur l'organoïde. Alain de Rennes. Alain Dabadi, ouais, le voisin breton là. J'ai 2 questions. Une sur est-ce que c'est absolument indispensable de tubuliser l'organe qu'on a créé? Parce que pour tester, je dirais, sa fonctionnalité in vivo sur un receveur, donc il y a la problématique évidemment du fait que c'est chimérique, mais on pourrait tester sa fonctionnalité d'absorption in vivo, Tout à fait. en dehors d'une tubulisation. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer à un stade ultérieur qu'il y ait un hôte pour le développement de ce néo-organe qui soit, pour éviter les problèmes de chimérisme, qui soit humain et apparenté à celui qui pourrait recevoir l'organe? Tout à fait. C'est une bonne question. Pour répondre à la première, c'est un modèle cellulaire au final, hein, donc on peut l'utiliser en culture telle quelle pour pouvoir répondre à différentes questions
question d'absorption de fonction épithéliale. Donc, on n'a pas besoin de le tubulariser. La structure tridimensionnelle, suivant la question que vous posez, est suffisante pour répondre à certaines questions. Donc, après, bien sûr, il y a les challenges techniques qui sont associés au 3D, mais c'est tel quel, on peut l'utiliser. La tubularisation, la problématique de tubularisation, pour nous, est arrivée au moment de la transplantation. Lorsqu'il s'agit de faire des anastomoses ou des remises en continuité de ces organoïdes, c'est un peu plus compliqué d'anastomoser une structure sphérique qu'un tube. Donc c'est pour cette raison qu'on envisage la tubularisation et aussi pour faire beaucoup plus de quantité de tissu. Donc c'est des problématiques qu'on approche. Pour répondre à la seconde, là ce qu'on est pour essayer de parer ce problème de chimérisme, c'est éventuellement de proposer des alternatives de culture ex vivo ou trouver les conditions qui vont permettre à ce tissu de se développer de telle manière à former un intestin beaucoup plus mature. Donc ça serait bioréacteur potentiellement. Mais bon, ça reste encore des hypothèses de travail et beaucoup de choses à développer, sachant que si on réfléchit in fine, pourquoi pas faire de la transplantation autologue et regarder comment si le tissu se développe correctement et pour des applications de transplantation, quoi. L'idée, c'est quand même d'avoir une alternative qui ne soit pas la greffe avec les immunosuppresseurs, évidemment. Sinon on fait de la greffe tout court. Tout à fait. Merci en tout cas, c'est passionnant. Merci. C'est vraiment futuriste et c'est génial, mais quand les organoïdes, c'est vraiment toujours très spectaculaire. Du coup, les cellules souches, ça paraît beaucoup mieux, tel que tu le montres, là, ça paraît tellement facile, évident, qu'on a envie de se dire que, mis à part pour étudier des pathologies, c'est très bien, quoi, et qu'il n'y a pas besoin de faire des biopsies, de regarder des cellules souches adultes. Jean-Pierre, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Donc, Emmanuel Mas, une question sur le biobanking, puisqu'on est sur un réseau de centres de maladies rares, et donc éventuellement les possibilités de le mettre en œuvre en France. Donc, c'est-à-dire un peu le process en amont pour arriver à le faire. C'est la première question. Et la deuxième, sur des pathologies autres qui nous intéressent, comme les MICI, la co-culture, je pense qu'à Nantes, il y a des équipes qui le font peut-être, cellules épithéliales, cellules du système immunitaire, lymphocytes, pour éventuellement après pouvoir envisager des tests pré-thérapeutiques. Ouais, alors pour répondre à la première question, Emmanuel, ça c'est une grosse problématique, hein, la biocollection, hein, d'un point de vue éthique et organisationnel. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux. Alors, la France est positionnée sur un appel à projet européen sur l'éthique et les organoïdes. Et je pense qu'un des sujets est abordé à la biocollection et l'utilisation de ces organoïdes. Je n'aurais pas de réponse spécifique à t'apporter, même si je pense que tu en parles assez souvent avec Audrey Ferrand, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être considéré. Maintenant, est-ce qu'il faut faire tous les organoïdes? Le problème de ces technologies, c'est qu'elles sont puissantes, mais elles coûtent extrêmement cher. Ouais. Il faut voir la valeur ajoutée de ces modèles sur les études des pathologies. Je pense que c'est à considérer. Après, j'ai bon espoir, je suis assez confiant qu'il y aura des biocollections qui se mettront en place pour des maladies très bien définies. Alors les MICI, je pense qu'elles peuvent en faire partie. En ce qui concerne la co-culture, alors nous on ne fait pas de la co-culture avec les lymphocytes, mais d'autres groupes l'ont fait ailleurs. Alors PBMC ou lymphocytes, hein, on peut cultiver en 3 dimensions ces deux entités et reproduire mimer des réponses immunitaires et épithéliales. Ouais. Merci. Ouais. Non, je pense qu'on est quand même bien structuré en France sur les maladies rares, donc c'est vrai que ça serait intéressant dans notre, on va dire, prise en charge des enfants. Je pense que ça pourrait être un projet pour des maladies congénitales de l'entérocyte, hein, en particulier. Oui. Alors, si je peux me permettre,
depuis janvier 2021, le CNRS a labellisé un nouveau GDR, un groupement de recherche sur les organoïdes, donc qui vient tout juste de se lancer. Le site internet devrait voir jour dans quelques semaines, je pense, avec des événements qui vont être annoncés au fur et à mesure, aussi bien en recherche fondamentale qu'en recherche clinique, pour mobiliser un petit peu la communauté scientifique autour de ça. Et bien évidemment, si vous souhaitez participer au débat ou être informé de ces différentes évolutions, enfin, on fera les transmissions avec grand plaisir. Moi, je le reçois personnellement. D'autres questions, Dan, sur le chat? Non? Eh ben, merci beaucoup, Maxime Mahé. C'est très, très gentil d'avoir été avec nous et je crois qu'on a été tous bluffés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.